Bonjour à toutes et à tous. Waouh! Permettez-moi de prendre une seconde pour en profiter, c'est très impressionnant. Merci. Tech and Fest, c'est ça aussi. On va parler des solutions, on va parler des moments, on va parler de ceux qui travaillent. Et j'ai la chance, la joie et l'avantage d'accueillir pour cette demi-heure 3 acteurs très concrets de la décarbonation dans leur vie quotidienne, dans leurs entreprises, avec un panel, vous allez le voir, très représentatif, puisque nous aurons Gaël Thèse, qui est directeur efficience énergétique chez Renault Group. Nous allons accueillir également Laurent Pellissier, associé et vice-président de Carbone Solar et également dirigeant de ACM, et Renaud Visage, qui est un investisseur. Je ne pouvais pas faire mieux en termes de panel, on ne pouvait pas faire mieux pour vous parler de cette urgence des solutions en matière de décarbonation. Et ils vont me rejoindre ici et nous allons évoquer avec eux concrètement ce qu'ils font au quotidien. Merci d'être là, restez, vous verrez. Ça travaille fort, ça travaille dur. La décarbonation est en route et j'accueille mes invités. Gaël Thèse, Laurent Pellissier, Renaud Visage, juste à ma droite s'il vous plaît. Allez-y, asseyez-vous. C'est la première table ronde, hein. C'est un honneur pour moi, c'est un honneur pour tout le monde. Merci pour votre disponibilité à tous les trois. Comme je l'ai expliqué ici sur Tech and Fest, on va parler des choses concrètes. Et concrètement, je vais demander de vous présenter Gaël pour Renault Group. En fait, dites-nous ce que vous faites, dites-nous qui vous êtes, quel est votre quotidien, quel est votre job. Bonjour à tous, merci pour l'occasion. Je ne vais pas présenter le groupe Renault, tout le monde sait ce qu'on fait. Moi, ça fait 20 ans que je travaille dans tout ce qui est efficience du manufacturing. Au début, sur tout ce qui était dimensionnement des flux de fabrication, logistique, et depuis quelques années, sur la partie efficience énergétique du manufacturing, de l'ensemble de nos usines, au service de la décarbonation. Merci. Laurent Pellissier, merci pour le micro. Laurent Pellissier, régional de l'État, vous permettez, et vous allez nous expliquer pourquoi. Oui, donc merci. Je dirige une entreprise qui s'appelle ECM Group. On fait des biens d'équipement industriels pour beaucoup de secteurs, notamment la nouvelle mobilité. Je suis aussi vice-président de Carbone, qui est un projet de Gigafactory pour faire des panneaux solaires. Et puis président du club FCG aussi, club de rugby, c'est intéressant aussi. Bah, on est à Grenoble, hein, donc forcément à un moment... On parle des rugby quand même. Ouais, c'était pas préparé, je vous assure que c'était pas préparé. Renaud Visage, vous êtes un investisseur, dites-nous ce que vous faites. Alors tout d'abord, je suis un entrepreneur. J'ai lancé une société dans la tech qui s'appelle Eventbrite, qui aide à la gestion d'événements. Alors qu'on a lancé dans la vallée, à San Francisco. J'ai passé toute ma carrière là-bas et je suis rentré en France pour monter un fonds d'investissement qui se focalise sur les problèmes de décarbonisation et de préservation du climat pour le futur. Donc on investit dans des boîtes qui sont en phase de post-validation technologique. Donc quand ils sont prêts à commencer à commercialiser, on les aide à accélérer pour que leurs solutions trouvent leur chemin de la vraie vie. Merci beaucoup. Alors, on l'a dit, on parle de choses concrètes, on parle de la vraie vie. Gaël, Renault Group, c'est planétaire, c'est immense. L'enjeu pour vous, en termes d'urgence pour le climat, c'est d'agir concrètement. Alors, on n'est pas là pour faire un catalogue de bonnes intentions, hein. Il faut nous dire ce que vous avez fait, ce que vous faites et ce que vous allez faire sur les axes majeurs de votre politique. On est bien dans l'urgence. Au niveau de notre roadmap, nos premiers milestones de décarbonation, c'est le nord de la France, c'est 2025. Donc 2025, c'est demain. Donc forcément, on est dans le concret. 2030 Europe, 2050 monde. Et donc, concrètement, 2 choses. D'abord, l'efficience énergétique. Pour décarboner, on doit baisser nos mégawattheures. Donc on a en 2 ans réduit de 20% notre consommation pour produire un véhicule. Donc c'est ce qu'on a fait depuis 2021. Donc ça, si on ramène ça à notre production, c'est vraiment comme si on avait effacé la consommation de 2 usines complètes. On vise moins 30% d'ici 2025 et donc on est bien en trajectoire. Deuxième exemple concret, c'est vraiment sur la partie décarbonation. Et donc tous nos contrats et nos modifications pour de l'énergie verte, c'est la biomasse qu'on a pu mettre à Tanger, la biomasse qu'on a pu mettre au Brésil. C'est les contrats d'électricité verte, donc de l'hydroélectrique en Roumanie, de l'éolien aussi au Maroc, du photovoltaïque. Donc sur les usines du Portugal, le gros contrat qu'on a passé sur l'Espagne depuis 1 an,
100% de l'électricité qu'on utilise dans toutes nos usines espagnoles est décarbonée. On vient de signer la même chose pour la France et c'est en train de déployer. Donc on est vraiment dans le concret. Juste une question, biomasse, concrètement, ça veut dire quoi? Parce que c'est un terme très générique. Biomasse, c'est des chaudières qu'on vient alimenter avec des matériaux renouvelables. Celle de Tanger, donc elle est en place depuis 2012, c'est vraiment quelque chose de local. Elle est alimentée par des noyaux d'olive. Des noyaux d'olive. C'est vraiment un sourcing local, donc c'est vraiment un écosystème, c'est une opportunité, ça marche très très bien. D'accord. Et alors, ça concerne Renault Group, mais ça concerne aussi les fournisseurs. Oui, ça concerne les fournisseurs. Alors, on essaie d'avoir une approche globale. Nous, on tire la performance énergétique de nos sites. On a une trentaine d'usines. On a une compétence, je pense, qui est assez intéressante. Et donc, ça fait un peu plus d'un an maintenant où on va chez nos fournisseurs pour aussi tirer leur performance énergétique. On essaie d'être assez exemplaire sur notre scope et d'entraîner tout notre écosystème en boule de neige. Alors, vous avez dit une chose, vous avez parlé de pays qui ne sont pas dans l'Union européenne. Forcément, vous avez la même contrainte ailleurs. Pourtant, j'ai entendu partout qu'on avait une réglementation incroyable, qu'il y avait qu'en Europe que c'était compliqué. Et vous me parlez de pays qui ne semblent pas concernés. C'est-à-dire que votre politique, elle est réellement globale. C'est vous qui vous appliquez cette contrainte, cette urgence. Comment ça se passe? Oui. Alors, quand on a défini le plan climat Renault, c'était en 2021. C'est nous qui avons fixé toutes ces milestones. Comme je le disais, 2025, 2030, 2050. Alors forcément, on doit faire avec les réglementations locales. On doit à chaque fois adapter nos contrats d'énergie verte au marché local. Que ce soit pour le financement, pour les règles de déploiement. On doit s'adapter à chaque fois à chaque contrainte locale. Oui. Laurent Pellissier, Gaël Thès a dit qu'il faisait du photovoltaïque. Je sais qu'on va en parler, mais ce n'est pas que votre activité. Et je crois que vous, c'est dans votre ADN. On en a parlé il y a quelques jours ensemble sur Télé Grenoble. Dites-nous comment concrètement, au niveau de CM et au niveau de carbone, vous travaillez à cette question d'urgence pour le climat. Qu'est-ce que vous mettez en œuvre? Oui, en fait, chez ECM Group, on faisait il y a 5-6 ans en arrière des fours électriques et des fours chauffés au gaz. On a décidé il y a 6 ans d'arrêter tous nos fours au gaz, de commercialiser nos fours au gaz pour nous concentrer que sur des fours électriques. Et dans ces équipements, il y a un équipement qui sort du lot qui est un four de cémentation basse pression. C'est un procédé qui permet de traiter la pignonnerie. Et on a une empreinte carbone avec ce type de procédé 80% inférieure à un four traditionnel. Donc on aide l'industrie à se décarboner, notamment la nouvelle mobilité. Toutes les plateformes électriques de voitures utilisent nos fours pour traiter leurs pignons, que ce soit Tesla et un de nos plus gros clients. Donc voilà, notre projet, c'est aider l'industrie à se décarboner. Renault est votre client aussi? Renault est un client, un très bon client. Et ça, c'est vraiment important pour nous, très motivant, parce qu'on arrive à avoir des fours qui ont un investissement un peu important, mais l'OPEX, enfin le coût d'exploitation est beaucoup plus faible. Alors ça, c'est pour la partie grenobloise de votre activité. Il y en a une autre que Gaël a évoquée tout à l'heure, avec les panneaux solaires. Alors le panneau photovoltaïque, on va dire, pardon pour le vocabulaire. Ça, c'est l'autre activité, c'est plus vers le sud. Oui, alors, chez ECM, on fabrique les équipements et les procédés qui permettent de transformer le silicium en panneaux solaires, avec l'étape de cristallisation et ensuite la transformation du wafer en cellules photovoltaïques. Donc ça appartient à ECM Group. Et il y a un projet qui s'appelle Carbone, c'est de créer une gigafactory à Fos-sur-Mer pour fabriquer des panneaux solaires, en partant, pareil, complètement intégré du silicium jusqu'aux panneaux solaires. Ça serait unique en Europe. Gigafactory, ça veut dire? Gigafactory, ça veut dire 1,6 milliard. Ça veut dire 3000 salariés, un site de 60 hectares. Voilà, ça veut dire beaucoup de choses assez giga en fait. Et ça va intéresser Renault ou ça intéresse déjà Renault? Ça intéresse Renault, puisqu'on est en discussion avec Renault, avec Gaël sur le sujet. On voit quand même que dans l'énergie, le mix énergétique français, il n'y a pas de raison que le photovoltaïque ne fasse pas partie du mix énergétique, même si bien sûr le nucléaire a sa place. Mais il est très étonnant que sur le panneau solaire, on ne se pose pas la question d'où vient le panneau. Aujourd'hui, il est fait par des Ouïghours en Chine. Est-ce qu'on ne peut pas faire un panneau européen, même s'il est un peu plus cher? On va en parler. Renault Visage, vous investissez dans Renault, dans Carbone Dans le carbone en général, oui. Oui, mais pas dans Carbone, la société de Laurent, ou dans Renault Group, si? Les gigafactories en capital risque, c'est un peu plus compliqué à financer. Oui. Alors justement, c'est quoi votre métier? Parce que quand on dit qu'on gère des fonds d'investissement et que vous avez une grille de lecture qui est liée à la décarbonation, concrètement, ça veut dire que vous faites des choix ciblés? Alors ça veut dire déjà investir dans des nouvelles innovations. Il y a beaucoup de technologies qui existent, comme les panneaux solaires, qui créent des opportunités de marché, mais qui sont déjà matures, on va dire.
qui ont juste besoin d'investissements en infrastructure ou d'investissements gouvernementaux pour se développer plus rapidement. Par contre, pour atteindre nos objectifs avant 2050, 50% des technologies qui doivent exister en 2050 soit sont toujours au labo, soit n'existent pas encore. Donc c'est sur ces types de technologies qu'on se focalise, sont des nouveaux procédés, des nouvelles manières de réfléchir aux problèmes. Comment est-ce qu'on réduit le carbone de l'atmosphère, le CO2 qui est dans l'atmosphère? Aujourd'hui, on en émet plus chaque année, mais il y a quand même toute cette concentration existante qu'il va falloir réduire pour qu'on puisse atteindre des températures confortables. Donc c'est tout ce type, cette galaxie de nouveaux projets qui sont portés souvent par des citoyens concernés qui ont décidé que oui, il y a l'urgence et oui, il faut que je m'implique et qui réfléchissent, qui regardent, qui lisent toutes les potentielles solutions qui existent pour améliorer le changement climatique et qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Donc c'est cela qu'on veut trouver, qu'on veut aider à se développer, pas seulement avec du capital, mais aussi avec beaucoup d'expérience qu'on a emmagasiné. Nous sommes 4 partenaires, 2 qui avons fondé des boîtes et qui les avons vendues pour plusieurs centaines de millions, ou qui les ont cotées en bourse. Un partenaire qui était chez McKinsey pendant 20 ans, qui a passé 15 ans sur des projets de panneaux solaires dans les années 2005-2006, quand c'était la première vague des clean tech. Il y a beaucoup de recul par rapport à ce qui a déjà été essayé, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et qu'il a une connaissance de l'industrie automobile, etc., très très pointue, et une investisseuse en capital risque dont on avait besoin pour avoir une équipe qui tienne la route. Aujourd'hui, vous accompagnez combien d'entreprises à peu près? On a fait plusieurs investissements d'amorçage. Donc là, le fonds, c'est un nouveau projet. On vient de le lancer. On est en phase de levée. On veut lever 250 millions pour aider une vingtaine d'entreprises à se développer en série A et en série B. Merci beaucoup Gaël. On va revenir un peu sur Renault Group. On a effleuré un peu ce que vous faisiez concrètement et quotidiennement aujourd'hui. On a parlé de la biomasse. J'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur les fournisseurs parce que moi, ça m'intéresse de savoir comment en granularité on va arriver jusqu'au moment précis où celui qui travaille avec vous est obligé d'être sur la ligne. Je sais qu'il y a des fournisseurs de Renault Group à Grenoble, il n'y en a pas qu'un. On est dans une terre de nano. Forcément, côté nano, il faut qu'on soit un peu dans le cadre. Qu'est-ce que vous demandez concrètement à vos fournisseurs? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Ils ont une démarche, excusez-moi, bêtement, ils cochent des cases. Comment ça se passe? Vous parlez des fournisseurs de pièces ou les fournisseurs de solutions de décarbonation? Eh bien, on va dire les deux. Alors, les fournisseurs de pièces, quoi qu'il arrive, on a une approche globale au niveau de Renault sur la décarbonation. C'est-à-dire, moi, je suis en charge de la décarbonation du manufacturing, mais on attaque le scope complet. Décarbonation des produits, décarbonation de notre approvisionnement, décarbonation de notre chaîne de logistique. Donc, voilà, c'est pour ça nous, on va faire de la performance énergétique chez nos fournisseurs parce qu'on essaye d'accompagner tout cet écosystème. Voilà, comme je disais, je pense qu'on a des compétences, on a les bonnes compétences, les bons outils pour aller tirer cette performance-là. Après, sur nos fournisseurs de solutions de décarbo, alors, ce qu'on leur demande, c'est plusieurs choses. La décarbonation, c'est un marathon, c'est une course de fond. Ça implique des investissements assez élevés. Voilà, on parle de 50-60 millions d'euros pour décarboner un site, une trentaine de sites à faire, donc forcément, il y a beaucoup d'investissements derrière. Donc c'est du partenariat long terme, ça c'est la première chose. Donc on cherche des gens qui peuvent nous accompagner financièrement. Après, on est une industrie, c'est-à-dire qu'on décarbone, mais il faut quand même que ce soit rentable par rapport aux énergies fossiles. Donc on leur demande aussi d'avoir des coûts qui soient compétitifs sur les solutions de photovoltaïque, de biomasse, de biométhane. Et le troisième, qui vient amener une petite complexité, c'est on leur demande, on est une industrie automobile, c'est-à-dire que voilà, tout le monde est bien au courant, on ne sait pas de quoi sera fait demain. Et donc, on leur demande en plus d'être flexible. On est sur un investissement, comme on disait, à 15 ans, mais il faut que, quelque part, dans le contrat qu'on amène, dans les différents scénarios, on puisse éclairer qu'est-ce qui se passe si l'usine elle travaille à pleine cadence en 3 équipes, en 2 équipes, en une équipe. Et il faut quelque part, pour chacun de ces scénarios, ce soit rentable, ce soit intéressant pour eux et pour nous. Oui, mais c'est infernal, c'est-à-dire que c'est un réglage angströmique, j'ai envie de dire. Alors c'est pas simple, je suis d'accord, mais pour l'instant on y arrive. On a réussi sur tous les exemples que je donnais tout à l'heure à avoir quelque chose qui tient la route sur la longue distance et d'un point de vue économique.
Alors, vous sentez quand même à votre niveau, je le rappelle, un planétaire, hein, vous gérez à peu près toutes les complexités possibles et imaginables. Vous sentez qu'il s'est passé quelque chose chez vous? Oui, on l'a compris. Mais chez vos fournisseurs, vous sentez que cette compétition elle est lancée, que tout le monde va vers la décarbo, que tout le monde se pose la question comment je peux faire mieux, comment je peux moins impacter? Alors oui, on sent que l'approche est bien globale, que tout le monde se lance en même temps. C'est vrai qu'il y a un peu une course aussi aux solutions. Voilà, si on parle de biomasse, de biométhane, tout le monde veut aller chercher ces ressources d'énergie renouvelable. Donc oui, on sent bien que c'est une approche globale chez nos fournisseurs de solutions. On rentre honnêtement tous un peu dans le dur. C'est un peu comme vous le disiez tout à l'heure. Pendant très longtemps, on a été dans les affaires d'annonce. Et là, on voit, voilà, que ce soit avec les grands acteurs du Énergie, du ENJ, du Total, du Dalkia, on rentre tous dans le dur des solutions, dans le dur des négociations. Mais pour l'instant, ça marche assez bien. Je vais poser une question, j'espère qu'elle n'est pas embarrassante. Le prix des voitures, notamment électriques, a tendance à augmenter. Est-ce que c'est uniquement lié à la nouvelle technologie, au fait que les séries ne soient pas très très grandes encore, ou est-ce que c'est justement parce qu'il faut intégrer un peu de complexité liée à la décarbo? Non, elle n'est pas embarrassante. On n'inclut vraiment pas de surcoût lié à la décarbo. Comme je le disais, mon travail, et le travail des gens qui travaillent sur le produit et autres, c'est aussi à faire de la décarbo à iso-coût. Voilà, on a des produits qui, vu qu'on rajoute de la technologie, en effet, avec des coûts qui sont certains, on ne peut pas en plus venir rajouter un surcoût pour la décarbo. Je suis rassuré, avec ma Renault, je n'ai pas payé votre décarbo, je suis content. Laurent, il y a un effet d'aubaine quand même. Parce qu'effectivement, il y a urgence des solutions, mais pour vous particulièrement, qui êtes sur des secteurs qui réussissez à décarboner, est-ce que vous, et on va parler un peu de ce qui est positif et ce qui est économique, est-ce que c'est ça qui vous a permis d'accélérer? Est-ce que pour vous, c'est ça qui est le game changer? Oui, c'est un effet d'aubaine incroyable parce que si on est au bon endroit avec les bonnes solutions, ben, c'est des opportunités énormes. Donc on a cette chance, je ne sais pas si c'est la chance, on a cette opportunité en tout cas, et on est content de la saisir. On est le seul équipement qui est Solar Impulse, qui a été labellisé. C'est quoi, on peut le détailler? Solar Impulse, ce sont des experts en Suisse qui décident si l'équipement ou les machines en général apportent quelque chose pour améliorer la planète et notamment la décarbonation. Et on est le seul four qui a été labellisé Solar Impulse. Et quand on parle de décarbonation, on a ce qui se passe en France et en Europe, mais la Chine aussi est sur cette trajectoire. Vous les aimez bien, sur cette trajectoire ici. L'Inde est sur cette trajectoire. Parlons un petit peu de ce que vous allez faire à Fos-sur-Mer de la Gigafactory. Là aussi, il y a un effet d'aubaine incroyable. Quand je regarde ça de l'extérieur, on se dit c'est le moment d'y aller. J'ai ça pour ceux peut-être qui nous écoutent. Il y a un travail, il y a un job à faire. Il reste de la place dans la décarbonation, il reste de la place dans la chasse au CO2. Et les acteurs se multiplient. Vous craignez pas quand même qu'à un moment, il y en a un petit peu trop? Alors, par rapport au marché européen, il n'y a pas de producteurs européens qui correspondent à la taille du marché européen. La vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on va être dépendant des Chinois sur des panneaux solaires, qui est quelque chose de très important dans le mix énergétique? Si on répond non, eh ben, il faut mettre les barrières à l'entrée des panneaux chinois qui permettent à des panneaux européens de pouvoir se développer. Ensuite, si on regarde le prix d'une centrale photovoltaïque, le panneau, c'est 20% du prix de la centrale. D'accord. Donc même si on est 20% plus cher, c'est quand même négligeable par rapport au service rendu. Alors, effet d'aubaine, Renaud, vous en profitez à plein parce que vous ne vous dirigeriez pas vers un fonds lié, on va dire, à la décarbonation s'il n'y avait pas la masse critique. Est-ce que ça s'est accéléré? Est-ce que vous sentez que ça s'accélère? Ou est-ce que c'est encore un peu compliqué? C'est pour avoir un peu un diagnostic? Alors nous, ça fait à peu près 4 ans qu'on est impliqué dans ce qu'on appelle la climate tech, donc toutes les solutions qui contribuent au ralentissement du réchauffement climatique. Il y a une grosse vague, c'est sûr, qui est en train de se créer, je pense accélérée par le passage à l'action de tous les acteurs, les grands groupes y compris. Renault en est un exemple aujourd'hui. On a parlé beaucoup, je pense, ces dernières années. On n'a pas peut-être avancé aussi vite qu'on devait. Et ceux qui ont fait des commitments à 2030, qui vont avoir du mal à tenir, je pense, ce sont eux qui vont peut-être être les plus gros investisseurs dans les années à venir. Donc il y a une accélération à la fois des acheteurs, mais aussi de la créativité, je dirais, des entrepreneurs. Donc une vague de citoyens concernés qui a envie de lancer un projet. Et c'est ceux-là qu'on essaie de trouver et de financer.
Là aussi, on a vu à peu près 2500 levées de fonds ces 3-4 dernières années dans des startups en Europe. Même quantité aux États-Unis, donc des gens qui se sont lancés dans des entreprises qui sont dans la climate tech. L'accélération est forte. Il y a eu un petit ralentissement en 2023 sur le financement. Donc il y a eu une grosse vague de financement entre 2019, une grosse augmentation entre 2019 et 2022. 2023, ça s'est calmé un peu avec tout le capital risque qui a ralenti un petit peu leur prise de risque finalement. Mais je pense qu'on va repartir et que la vague ne fait que commencer. Un peu comme l'Internet dans les années 90. C'est une vraie révolution. On doit changer presque tout dans l'industrie et dans comment on transporte, comment on consomme. Et ça crée des opportunités de marché énormes que tous les acteurs de la chaîne économique vont profiter, j'espère. Après, il y a un problème, c'est on ne veut pas payer plus cher pour sa voiture. Donc forcément, il faut que quelqu'un paye au bout de la journée. Donc nous, on favorise beaucoup les solutions qui sont à coût similaire ou même beaucoup moins cher. Donc les solutions de remplacement de composants, par exemple, ou de processus qui permettent d'accélérer et de produire moins cher des équipements équivalents ou des matériaux équivalents. Il y a beaucoup de créativité autour des nouveaux matériaux. On a Baquet Fermat, par exemple, qui recycle des fibres de carbone pour créer un matériau presque équivalent à la fibre de carbone. Mais ils se font payer 2 fois, une fois pour recycler la fibre de carbone et une fois pour vendre le matériau. Et ça, c'est un modèle économique super intéressant. Et ça se développe beaucoup aujourd'hui, je trouve. Gaël, il nous reste une douzaine de minutes. Gaël, est-ce qu'on avance tous à la même vitesse? La réponse est non, mais j'entends souvent, en Europe, c'est dur. En Europe, il y a des règles. S'il y avait moins de règles, ça serait plus facile. Mais honnêtement, planétairement, être vertueux, ça oblige d'avoir des contraintes aussi fortes. Est-ce que d'autres y arrivent en ayant moins de contraintes? Est-ce que vous avez une idée peut-être d'une solution? C'est le moment où on peut se projeter un peu, qui serait moins contraignante? La question elle est un peu large. Bien sûr. Oui, moins de réglementation, ce serait mieux. Surtout, pas vraiment moins de réglementation, plutôt une plus grande stabilité dans la réglementation. C'est ce qui nous aiderait d'un point de vue global, que ce soit pour les usines qu'on a en France, Europe ou dans le monde. Comme je disais, on est sur du long terme, du moyen long terme, sur des investissements à 10-15 ans. Quand on calcule la rentabilité de nos solutions, on a besoin d'avoir de la visibilité, au moins sur le moyen terme. La visibilité sur les coûts de l'énergie et de la visibilité sur l'environnement réglementaire, l'environnement fiscal, l'environnement de subvention. Sur la partie énergie, forcément, on sait, l'environnement il est compliqué. On a eu des grosses variations sur les coûts de l'électricité et du gaz. Il y a un travail de fond qui est fait chez Renault, mais je pense que c'est vrai chez tous les gros industriels, de sécurisation. On fait ce qu'on appelle du hedging, de sécurisation de nos approvisionnements pour essayer de stabiliser les prix et la visibilité. Donc ça, on y travaille. Après, on subit forcément toutes les géopolitiques et là, on ne peut pas faire grand-chose. Après, sur la partie réglementation fiscale et subvention, c'est un vrai point compliqué. C'est-à-dire que là, on l'a vu avec la nouvelle... alors, je vais parler de la France parce que c'était l'actualité. Il y a la nouvelle texte de loi qui est passée sur la loi de finances avec des modifications des taxes sur l'électricité et le gaz et pas qu'un petit peu, ça a changé énormément du jour au lendemain. On a des incertitudes sur les garanties d'origine, quand on met du biométhane, selon le type de solution. On a des incertitudes sur les niveaux de subvention. Voilà, tout ce qui est décarbonation. Aujourd'hui, on est capable de le faire, comme je disais, à ISOCU, parce qu'on a des bons niveaux de subvention. Et là, on a quelque chose qui est assez fluctuant, où la subvention qui est vraie aujourd'hui, on n'est pas sûr qu'elle soit vraie demain. Ouais. Parce que si c'est un contrat financé en propre, si c'est du tiers financement, les règles changent toujours. Et c'est là où, plus que moins de réglementation, nous voit surtout quelque chose de stable. On voit ce qui a pu être mis en place aux États-Unis avec l'IRA, qui offre un cadre stable en termes de prix, en termes de réglementation. Ça permet d'approcher la décarbonation de façon beaucoup plus sereine sur le long terme. C'est important ce que vous dites. Vous êtes d'accord, Laurent? Le problème, c'est pas d'avoir de la réglementation, c'est d'être certain qu'elle ne va pas changer pour se projeter à 5, 10, 15 ans. C'est exactement ça. En fait, quand on fait un projet industriel, on parlait de la Gigafactory, si on investit 1,6 milliard, c'est une projection à 20 ans. Et si les règles changent tous les 3 ans, c'est irréaliste. Enfin, c'est pas possible d'investir avec une incertitude de ce type-là. Mais pourtant, il y en a un peu quand même. Et votre risque, on le voit, il est monumental. Alors comment on vit avec ça? Comment on vit avec ça? C'est le risque, c'est être entrepreneur en fait. Être entrepreneur, c'est prendre des risques. Et c'est ce qui motive et qui permet de tous les matins être content de faire ce qu'on fait.
Vous partagez, Renaud, cette visibilité, vous en avez besoin, vous aussi, vous investissez. Donc finalement, à un moment, le risque, je sais, hein, le gain est toujours proportionnel au risque. Mais sans être là-dedans, cette question de la projection et de la réglementation, elle vous anime? C'est un des critères d'investissement. Donc, toutes les solutions basées uniquement sur la réglementation ou un changement de réglementation, on a plus de mal. Parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, quels seront les montants des subventions, par exemple. Je pense que c'est nécessaire pour accompagner certaines transitions. Par contre, je pense qu'on parlons de l'Europe, mais il y a quand même un énorme avantage pour financer de l'amorçage jusqu'à la commercialisation, des nouvelles solutions, des montants investis énormes par rapport aux États-Unis où il y a très peu de financement finalement. Il faut lever du capital risque, il faut convaincre des acteurs privés pour se faire financer au début. Alors qu'en France, avec la BPI, en Europe, avec l'EIC, on a quand même un avantage énorme pour prendre la recherche qui existe peut-être dans un labo ou quelque part d'autre, chez des corporates, dans les brevets, et donc créer des solutions qui sont des produits qu'il faut après marketer, vendre, packager, pricer, etc. pour que l'entreprise puisse croître. Ouais. Et je pense que c'est là où on a aussi attiré beaucoup de talents ces dernières années, grâce peut-être à la vague Internet qui, les dernières dizaines d'années, a formé une nouvelle génération de start-upers finalement, et qui se lancent aujourd'hui dans les problèmes industriels, climatiques, compliqués, complexes, mais qui appliquent les mêmes recettes qui ont fait le succès des dot-com. Au niveau de projets beaucoup plus industriels, beaucoup plus compliqués peut-être en CAPEX, mais qui ont aussi cette même capacité de croître rapidement parce qu'il y a le besoin de l'autre côté. Alors si je traduis un peu trivialement, il faudrait peut-être arrêter de se plaindre et puis se dire qu'on a quand même des possibilités, qu'on a finalement de la chance. Hein. Nicolas Dufourcq le disait, c'est facile d'entreprendre en France, c'est sécurisé. Vous êtes d'accord avec ça, Gaël, même si vous n'êtes pas entrepreneur, mais vous travaillez pour une boîte mondiale. Ici, c'est pas plus facile, mais c'est plus sécurisant qu'ailleurs. Question piège, hein. C'est plus sécurisant en France qu'ailleurs. Non, mais je veux faire un peu de positivisme pour tout le monde. Parce qu'on se plaint beaucoup, il y a des choses qui ne sont pas très fun, donc voilà. Alors, j'ai du mal à juger mieux qu'ailleurs. Honnêtement, on a un environnement qui est très motivant. C'est-à-dire que sur la France, on voit qu'on n'a pas de mal à trouver tout un tas d'interlocuteurs, tout un tas de fournisseurs, de pièces et de solutions des carbos qui, quelque part, sont prêts à trouver le bon terrain d'entente. Ce que je disais pour les contrats, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est loin, très très loin d'être simple. Et voilà, tout le monde y met de la bonne volonté pour que ce soit vraiment du gagnant-gagnant. Parce que voilà, d'une, c'est de la décarbo, il y a un enjeu social et il y a une vraie dynamique. Mais Laurent, c'est pas facile d'être optimiste quand on voit qu'il y a un gros dumping. Alors, on va reparler des Chinois, il y a un gros dumping naturel puisque les autres pays se protègent, les États-Unis notamment. Il y a énormément de panneaux à disposition et du coup, pour les vendre, on baisse les prix. Comment on fait? On continue quand même de se dire qu'ici, c'est peut-être plus facile d'entreprendre que là-bas? Oui, bon, d'abord, il y a un environnement en France, à la fois par les investissements, la banque publique, on en a parlé, mais il y a aussi un environnement avec une formation des équipes qui est très bonne, avec des infrastructures qui fonctionnent. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui font que la France est un pays où on peut investir. Ensuite, je pense que depuis le Covid, on est sorti de l'Europe naïve où les frontières sont ouvertes. Et je pense qu'il y a une fenêtre aussi pour mettre des barrières, comme les Chinois les mettent, comme les Américains les mettent, les Canadiens, les Turcs les mettent. Il n'y a pas de raison que nous, on laisse aussi tout se faire et qu'on récupère tout ce que les autres ne veulent pas. Pour les panneaux chinois, on se retrouve avec des stocks énormes de panneaux en Europe, tout simplement parce que les États-Unis ont fermé les frontières et que les panneaux sont arrivés en Europe. Donc il faut qu'effectivement on soit cohérent et que s'il y a des barrières dans les autres pays, il faut qu'il y ait des barrières chez nous aussi. Renaud, c'est moins risqué d'investir en France qu'ailleurs? Non, je pense qu'il y a le même type de risque. On a l'avantage d'avoir beaucoup de grands groupes mondiaux en France, donc que ce soit dans le luxe, automobile, aérien, des énormes conglomérats qui ont beaucoup d'activités dans beaucoup de pays. Donc on peut faire de l'expérimentation, par exemple, avec des startups dans certains pays qui sont plus permissifs au niveau législation. Les pays du Moyen-Orient, par exemple, s'adaptent beaucoup plus rapidement que la législation française. Donc on encourage nos entrepreneurs à penser créativement à comment est-ce que je peux accélérer mon business à la vitesse maximale finalement. Et souvent, ça prend peut-être d'explorer ailleurs que la France. Pour nous, on est un fonds européen, donc on va se focaliser sur les meilleures solutions partout en Europe. Si elles sont en France, on investira dedans et on les aidera à grossir.
Je pense que chaque pays a des contraintes et des points positifs qui font que, en tout cas en Europe, c'est assez équitable le risque entre les différents pays. Gaël, un complément. Un petit point à ajouter, parce que pour quand même avoir une note positive, oui, on a une réglementation qui peut être compliquée, mais on a quand même l'avantage d'avoir un gouvernement qui est à l'écoute. C'est un des points importants hein, pour les industriels. C'est-à-dire. Je vous crois sur parole. Oui. Non, mais qui est à l'écoute, c'est-à-dire. Là, il y a eu. Tout le monde ne partage pas en ce moment, mais bon, d'accord. Oui. Je ne vais pas parler. Je n'ai pas pu m'empêcher, excusez-moi. Voilà, on est en lien. Alors, c'est peut-être aussi parce qu'on est un gros groupe. On représente, des emplois. On représente des emplois, mais on est là sur les discussions qu'il y a pu y avoir sur le prix de l'électricité. On est en lien avec les différents ministères, avec la DGE, DGEC, qui viennent vers nous pour avoir notre avis sur c'est quoi le bon prix de l'électricité, c'est quoi l'impact sur une value chain complète, c'est quoi l'impact du prix de l'énergie sur la localisation de la value chain. Donc, on a entendu. Après, il y a des décisions politiques qui sont prises. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Mais au moins, on a ce dialogue qui est intéressant quand même. Laurent, vous êtes un acteur régional, national, international. Il y a beaucoup de startups, j'imagine que vous allez les rencontrer, vous allez leur parler. Si vous avez chacun, en très peu de temps, parce qu'il nous reste 2 minutes, un truc à dire à quelqu'un qui se lance. Laurent, vous qui avez fait ce cycle, bien sûr que votre entreprise, elle est familiale, mais qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui se lance aujourd'hui ? C'est la motivation, avoir envie, et normalement ça fonctionne. Après, il faut trouver le bon produit et le vendre, mais c'est surtout l'énergie qu'on y met qui fait que ça fonctionne. L'énergie décarbonée. L'énergie décarbonée en vélo. Enfin, Renaud, de votre côté, vous avez aussi face à vous souvent des gens qui commencent. Comment vous évaluez cette énergie ? Nous, on essaie de comprendre 2 questions. Pourquoi eux et pourquoi aujourd'hui ? Je pense que c'est les 2 principales questions et c'est ce que devraient se poser les entrepreneurs. C'est pourquoi vous êtes la meilleure personne aujourd'hui pour vous lancer dans ce projet particulier ? Est-ce que c'est votre compétence, votre expérience, votre énergie, votre intelligence, la recherche que vous avez faite ? Je pense qu'il y a plein d'éléments qui font que vous avez une combinaison unique de talents. Sur l'équipe fondatrice, les solo founders, on n'est pas très fans. C'est très, très compliqué de construire une entreprise. Ça a besoin de beaucoup de talent pour grossir. Donc, on préfère les équipes de 2-3 personnes qui ont peut-être un vécu, peut-être un historique qui fait que ce groupe-là, en particulier, a un avantage compétitif énorme par rapport à ce qui se fait et une capacité d'exécution et d'itération supérieure aux gros acteurs du marché. Donc, je pense que c'est la vitesse qui fait que les startups réussissent à devenir des grosses boîtes sur le long terme. Et si elles font de la décarbo, c'est encore mieux. Mais vous ne craignez pas qu'il y ait du greenwashing parfois dans les projets ? Parce que c'est une question où on peut se poser, tiens, je vais faire un truc qui est décarbo et ça passera mieux et à mon avis, je vais lever des fonds. C'est pour ça que c'est le rôle aussi des fonds d'investissement de pouvoir comparer les solutions qui existent, de voir beaucoup de projets pour comprendre ce que c'est le greenwashing. Est-ce qu'un produit qui encourage la circularité d'un produit en particulier change fondamentalement la donne pour le changement climatique ? Souvent, la réponse est non. On aurait quand même acheté et ça réduit très très peu les émissions. Donc il faut qu'on se pose, nous, la question, à quel niveau on est prêt à investir ? Quel type d'impact climatique est-ce que l'entreprise peut avoir quand elle passe à l'échelle ? Et de financer ces boîtes-là en préférence des autres qui seront peut-être moins impactantes sur le résultat. Gaël, vous, dans le choix des fournisseurs, vous avez des startups. Je parlais avec Schneider en préparant quelques tables rondes et Schneider explique qu'ils ont beaucoup de travail avec des sociétés extérieures, que ce qu'ils n'ont pas, ils vont le chercher ailleurs, et notamment dans des startups ou des entreprises naissantes. C'est le cas chez vous aussi, et notamment en matière de décarbonation, vous n'avez pas tout à la maison. C'est le cas chez nous aussi. Hein. Forcément, là, pour les urgences qu'on a, on s'appuie énormément sur les technologies qui sont déjà reconnues, sur le photovoltaïque, comme je le disais, sur l'éolien, sur de la biomasse, du biométhane. Mais on sait que pour accompagner toute cette roadmap jusqu'en 2050, il faut qu'on ait les bonnes antennes. On a tout un réseau d'expertise. On est friand de tous les salons comme le salon TechFest pour aller chercher toutes les nouvelles startups, toutes les nouvelles solutions. Comme on dit, on en parlait au début, il y a l'effet d'aubaine. Il y a une vraie vague, une vraie dynamique, tout un tas de nouvelles solutions qui arrivent. Il y a l'hydrogène, on regarde ce qu'on peut faire avec. Demain, oui. Voilà, tout un pour tas ça de... que vous auriez dû rester. Demain, on va parler d'hydrogène beaucoup. Désolé. On regarde tout ce qu'on se fait sur les SMR, sur la pyrolyse. Il y a
énormément de nouvelles briques technologiques qui sont en développement et qui seront à maturité pour notre roadmap de décarbonation. Donc on sait que voilà, sur chacun des sites, sur un site, on n'a jamais une seule solution, c'est toujours un mix. Et on a tout un tas de briques qui arrivent, des startups très très dynamiques, voilà, qui vont pouvoir accompagner la roadmap de décarbonation. Laurent, finalement, toutes les raisons d'être optimiste. Ah oui, on a toutes les raisons d'être optimiste et c'est vrai qu'il faut sortir de ce pessimisme lié à l'écologie. Il y a une écologie positive et il faut qu'on soit dans ça en fait. Il faut qu'on trouve des solutions technologiques pour qu'on sorte de cette situation qui est une situation d'urgence effectivement. Il y en a énormément, il me reste 5 secondes pour vous remercier. Merci Gaël, merci Laurent, merci Renaud, merci à vous de nous avoir écoutés. Passez une belle journée et restez sur Tech and Fest. Ici, on est résolument optimiste. Merci, bonne journée.